Alors, bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série de vidéos sur la notion de théorie des probabilités. Dans cette vidéo, nous abordons un nouvel exercice d'application qui fera intervenir donc les notions de densité de probabilité et de calcul de probabilité liées à une variable aléatoire continue. Et il sera donc question d'une action qu'on va appeler une action A. Et on va faire donc la supposition que cette action vaut aujourd'hui 18 euros et qu'on en achetait donc 10. Donc, comme vous avez pu le voir ici, valeur de l'action en bourse par exemple est de 18 et n égale à 10. Donc 10 actions on achète. Et les analystes financiers estiment, mais on supposera qu'ils ont raison, histoire d'éloigner toute question de risque donc, et de doute. On va supposer donc qu'ils ont raison et qu'ils estiment que la valeur de l'action A dans un an est une variable aléatoire A1 de densité, ce que vous avez ici. Donc en réalité, on peut donc supposer que f A1 de x donc égal à ce que vous avez là, 0, x moins 16 sur 16, 24 moins x sur 16 et 0 en fonction des valeurs de x. Pour x inférieur à 16, vous avez ça, ainsi de suite. Voilà donc la densité de probabilité. La première question nous demande de vérifier que f A1 de x est bien une densité de probabilité. Alors, pour répondre à cette question, on y répond donc par deux paliers. Premier palier, il s'agit de montrer la positivité de cette densité de probabilité. Et deuxième palier, la normalisation. Donc, j'ai tâché de faire cela en amont afin de gagner un peu de temps pour aborder la deuxième question. Sinon, l'exercice s'étalerait sur un nombre considérable de minutes, ce qui ne serait pas forcément productif pour nous. Voilà. Donc, pour montrer cette positivité, donc, il s'agit déjà, je rappelle, la positivité s'intéresse donc à vérifier que f A1 de x est supérieur ou égal à 0, quelle que soit la valeur de x, quel que soit x appartenant à R. L'idée derrière cette notion serait donc de dire que la fonction, la densité de probabilité étant l'équivalent d'une probabilité, elle doit toujours être positive. Voilà. Alors, pour vérifier donc que f(A1) de x est supérieur ou égal à 0, nous avons quatre situations. Pour x inférieur à 16, pour x compris entre 16 et 20, pour x compris entre 20 et 24 et pour x supérieur ou égal à 24. Pour x inférieur à 16, on remarque que f(A1) de x est tout de suite égal à 0. Donc là, la question elle est tranchée. On a f de x qui est égal à 0. C'est bon, on se limite là parce qu'effectivement, on veut que f(A1) de x soit supérieur à 0, soit égal à 0. Voilà. Donc, deuxième situation, pour x compris entre 16 et 20, vous avez f(A1) de x qui est égal à ceci, c'est-à-dire x moins 16 donc, sur 16. Et là, en fait, on peut décomposer ce que vous avez là. X moins 16 sur 16, c'est comme si vous aviez x sur 16 moins 16 sur 16. Ce qui vous fait donc 1 sur 16 de x, 1 16e de x, moins 16 sur 16, ce qui vous fait 1. Voilà donc pourquoi j'écris directement ceci. Voilà. Et rappelez-vous, 1 16e de x moins 1, si on devait faire un tableau de signes comme on l'a ici, rappelez-vous déjà dans un premier temps que le x qu'on étudie, il est compris entre 16 et 20. Donc les deux extrêmes sont 16 et 20. Et ici, en 16e de x moins 1, on peut simplement remarquer que 16 est la racine de ce polynôme que vous avez ici. Parce qu'en fait, si vous remplacez x par 16, vous avez donc 16 sur 16 moins 1, c'est-à-dire 1 moins 1, ça vous fait 0. Donc 16 est une racine de 1 16e de x moins 1. Et dans les classes antérieures, on a pu effectivement établir que lorsque vous arrivez à donc trouver cette racine évidente d'un polynôme ax plus b, la tâche qu'il vous incombe par la suite, c'est d'identifier le signe de a. Je rappelle qu'on a ax plus b ici. Le signe de a, c'est-à-dire 1 16e, c'est plus. Et on nous informe donc qu'à la droite de la racine, on met le signe de a et qu'à la gauche, s'il en existait, on mettait le signe contraire. Donc là, à la droite, on met le signe de a, c'est-à-dire plus, ce qui nous donne comme information donc, que f(A1) de x est toujours supérieur ou égal à 0 pour des valeurs de x comprises entre 16 et 20. Donc voilà, cette question elle est vite répondue. On a pu établir que pour x compris entre 16 et 20, f(A1) de x est supérieur ou égal à 0.
Troisième situation, pour x compris entre 20 et 24. On peut aussi, simplement en passant par ceci, on peut démontrer ça. Mais là, je suis directement passé par une conclusion, étant donné qu'on demandait simplement de vérifier. Et on n'est pas réellement attendu sur l'élaboration d'un tableau de signes, mais plus sur la constatation de la supériorité ou de l'égalité à zéro. Donc, on veut simplement qu'on notifie cela, pas réellement qu'on entre dans des démonstrations comme un tableau de signes. On peut simplement le remarquer comme j'ai pu le faire dans cette troisième partie-là. Donc ici, on peut remarquer qu'on a 24 moins x sur 16 et on est avec des x compris entre 20 et 24. Donc pour des x entre 20 et 24, c'est-à-dire des valeurs inférieures à 24 et supérieures à 20, on peut remarquer que ce que vous avez là sera toujours supérieur à 0. Et d'ailleurs, jamais nul parce que le 24, il est exclu. Vous voyez ici, on a simplement inférieur et non inférieur égal. Donc, ça ne sera jamais égal à 24, ce x que vous avez là. Et donc, par ricochet, ceci ne sera jamais nul. Il sera toujours supérieur à 0 pour des valeurs de x entre ces deux extrêmes. Voilà, donc on conclut cela. Et pour x supérieur ou égal à 24, la question est également très vite répondue. On peut dire que f(a1) de x est égal à 0. Donc, somme toute, vous avez donc f(a1) de x qui est égal à 0, qui est supérieur ou égal à 0, qui est supérieur à 0 et qui est égal à 0. Dans l'ensemble, on peut donc dire que quelle que soit la valeur de x, f(a1) de x est soit supérieur à 0, soit égal à 0, soit les deux, voilà, en fonction des valeurs de x. Donc là, on a pu démontrer la positivité de cette supposée densité de probabilité. La deuxième partie, c'est la normalisation. Et dans le cadre de la normalisation, on vérifie donc que l'intégrale de moins infini à plus l'infini de f(a1) de x est égale à 1. C'est-à-dire que pour toutes les valeurs de r, en calculant l'intégrale, lorsqu'on balaye toutes les valeurs possibles, on trouve 1. À l'image en fait de la propriété qui nous dit que la somme de toutes les éventualités, de la probabilité de toutes les éventualités doit vous donner 1. Donc rappelez-vous ici que la fonction densité est sensiblement l'équivalent de la probabilité en termes de variables aléatoires discrètes. Donc pour les variables aléatoires continues, on vérifie cette notion en calculant l'intégrale donc sur R de f(a1) de x qui doit être égal à 1. Donc ça c'est la normalisation. Et cette normalisation, donc on va essayer de démontrer ça, de vérifier ça. Donc on calcule l'intégrale de moins infini à plus l'infini de f(a1) de x. Et f(a1) de x a 4 valeurs. Elle a une valeur pour les x inférieurs à 16, c'est-à-dire de moins infini à 16. Pour des x compris entre 16 et 20. Pour des x entre 20 et 24. Pour des x entre 24 et l'infini, c'est-à-dire pour des x supérieurs à 24. Et rappelez-vous que pour ces deux extrêmes-là, la fonction est nulle. Étant donné que la fonction est nulle, pour des x inférieurs à 16 et supérieurs à 24, alors l'intégrale sera naturellement nulle. Donc là, on s'intéresse simplement à ces deux du milieu, donc ceux-là. Et la fonction, pour des valeurs entre 16 et 24, elle vaut x moins 16 sur 16. Pour des valeurs entre 20 et 24, elle vaut 24 moins x sur 16. Donc ici, vous avez donc intégrale de 16 à 20 de x moins 16 sur 16 d de x, plus intégrale de 20 à 24 de 24 moins x sur 16 d de x. Et là, en fait, ce que vous avez ici, le x moins 16 sur 16, on peut simplement faire sortir le 16. Parce que c'est comme si vous aviez 1 sur 16 fois x moins 16. Donc le 1 sur 16, c'est un coefficient qu'on peut sortir. On a donc 1 16e de x moins 16 à l'intérieur. Même chose ici, vous avez 1 16e, 24 moins x à l'intérieur. Voilà. Donc ça devient très facile pour nous donc d'établir, de montrer donc le calcul de primitive qu'il y a derrière. Lorsque vous avez 1 16e de x moins 16, une primitive de x moins 16, déjà la primitive de x c'est 1 demi de x au carré. Pourquoi? Parce que la formule nous dit simplement que lorsque vous avez x à la puissance n, en termes de primitive, c'est 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1. Donc là, en fait, c'est comme si vous avez x à la puissance 1, ce qui vous fait 1 sur 1 plus 1, sur x à la puissance 1 plus 1, donc 1 demi x au carré, moins une primitive de 16, c'est simplement 16x. Primitive de lambda, c'est lambda x. Voilà. Donc entre les bornes 16 et 20, plus, même principe, 1 16e, primitive de 24 moins x, c'est 24x moins 1 demi de x au carré. Voilà, très simple. Et après, on remplace donc 20x par 20 dans un premier temps, moins
on remplace x par 16 dans un second temps, pardon, plus 1 sur 16, et on fait le même calcul, le même procédé, on remplace x par 24, moins on remplace x par 20. Je vous invite à faire le calcul de votre côté. Au final, après calcul, vous avez 1. Donc on peut montrer effectivement, on a pu montrer que l'intégrale de moins infini à plus l'infini de f1 de x était égal à 1. Et donc au regard des deux constatations qu'il y a derrière, positivité et normalisation, on peut donc conclure que f1 de x est bel et bien un énoncé de probabilité. Donc la deuxième question nous demande donc si je vends mes actions, mes 10 actions dans un an, quelle est la probabilité que je perde de l'argent? Alors, on rappelle qu'on a acheté une action à 18 euros. Donc, la probabilité qu'on perde de l'argent sur la vente d'une action, c'est simplement la probabilité que A1, c'est-à-dire la variable aléatoire qui caractérise la valeur d'une action, la probabilité que cette variable-là soit inférieure, donc la probabilité que A1 soit inférieure à 18, la valeur de départ. On l'a acheté à 18 pour qu'on perde de l'argent. Eh bien, il faut qu'on la vende à moins que 18. Donc, la probabilité que A1 soit inférieure à 18 est simplement donc égale à intégrale de moins infini à 18 de f A1 de x. Alors, ça, c'est simplement par définition, lorsque vous avez probabilité donc, de x qui est inférieure à petit x, ceci, c'est la probabilité, c'est intégrale de moins infini à petit x de fy dy. Voilà, donc c'est simplement par définition qu'on retranscrit cette formule. Ou autrement, si vous voulez, on cherche en fait toutes les valeurs de la probabilité pour les A1 qui sont inférieures à 18. Donc de moins infini à 18, f A1 de x. Voilà. Donc ça vous fait donc intégrale de moins infini à 16, f A1 de x, plus intégrale de 16 à 18, f A1 de x. Pourquoi je décompose comme ça? Parce qu'encore une fois, rappelez-vous que la fonction a une valeur pour les x inférieurs à 16 et une autre valeur pour les x compris entre 16 et 20. C'est-à-dire que pour ici, pour tous les x inférieurs à 16, elle a une valeur. Et pour tous les x compris entre 16 et 20, ce qui inclut 16, 18 que nous avons ici, vous voyez, 16, 18, elle a aussi une autre valeur. Donc, de moins infini à 18, on décompose ça en infini 16, 16, 18. Voilà. Et ça tombe bien, de moins infini à 16, la fonction est nulle, donc l'intégrale est nulle. Ce qui nous ramène simplement donc à calculer l'intégrale de 16 à 18 de f A1 de x. Je vous rappelle que la fonction sur les x compris entre 16 et 20, qui inclut 16 et 18, la fonction est égale à x moins 16 sur 16. Donc, on va écrire x moins 16 sur 16 en fonction donc de x. Et le même calcul que précédemment, on sort le 1 16e. Ça fait 1 16e de 16 à 18, donc de x moins 16 d de x, ce qui vous fait donc 1 16e de 1 demi de x au carré moins 16x en termes de primitive entre les bornes 16, 18. Donc ça vous fait 1 16e. Dans un premier temps, donc, je remplace par 18. Le 1 16e, il multiplie tout ce qu'il y a entre crochets. Donc, ça sera 1 16e. On remplace par 18. 18, donc, vous avez dans un premier temps le x au carré, donc 18 au carré. Ça vous fait donc 18 fois 18, ce qui vous fait 324. Divisé par 2, vous avez donc 162. Donc, vous avez 162 moins 18, 16 fois 18. 16 fois 18, effectivement, donc ça nous fait 288. Donc, moins 288, vous voyez. Donc, moins. Dans un deuxième temps, on remplace par 16. Donc, c'est-à-dire 1 demi de 16 au carré. Donc, 16 au carré, ça vous fait 256. Divisé par 2, ça vous fait 128. Donc, vous avez 128 moins 16 fois 16, ça vous fait 256. Effectivement, 16 fois 16, ça vous fait 256. Et donc, le calcul, il est tout simple. On a une opération à l'intérieur. Donc, au final, vous avez 162, donc moins 288 qui vous fait donc moins 126. En fait, je vous laisse faire le calcul, mais au final, vous avez 1 huitième. Donc, vous avez 1 huitième en termes de résultat.
Et donc, au final, vous avez la probabilité que x soit inférieur, pardon, x A1 soit inférieur à 18, qui est égal à 1 huitième. 1 huitième, ça nous fait 0,125. Soit, si vous voulez, 12,5% de chance. Donc, en fait, il y a 12,5% de chance qu'on perde de l'argent en vendant ces actions dans un an. Voilà. Deuxième question, on cherche la probabilité que je gagne 50 euros. Plus de 50 euros, pardon. Donc, on cherche la probabilité qu'on gagne plus de 50 euros. Alors, à cette question, on a une réponse toute simple, vous allez voir. Alors, la probabilité qu'on gagne plus de 50 euros. En fait, la première question qu'il faut se poser, c'est plus de 50 euros sur combien d'actions? Alors, on reprend la phrase, on lit bien la phrase, regardez, on nous dit si je vends mes 10 actions dans un an, donc a priori on vend les 10 actions, quelle est la probabilité que je perde de l'argent? On a répondu. Quelle est la probabilité que je gagne plus de 50 euros? Donc sous-entendu, si je vends mes 10 actions, donc gagner 50 euros en vendant 10 actions, donc la probabilité qu'on gagne plus de 50 euros en vendant les 10 actions, donc en vendant les 10 actions, ceci est égal en fait à la probabilité qu'on gagne plus de 5 euros. Vous allez voir pourquoi. En vendant une action. Donc, on gagne plus de 5 euros en vendant une action. Et pourquoi en fait? Parce que vous vendez 10 actions. Et si vous vendez 10 actions et vous estimez, vous escomptez gagner plus de 50 euros, c'est-à-dire que sur une action, vous pensez gagner plus de 50 sur 10. C'est-à-dire on divise le nombre total de gains sur le nombre d'actions que vous avez, donc 5 euros. Et donc au final, on escompte gagner plus de 5 euros pour chaque action. Pourquoi je fais cette opération? Parce que la variable aléatoire que nous avons A1, elle estime la valeur d'une action. Regardez, elle estime la valeur de l'action A et non la valeur des 10 actions dans leur ensemble. Donc, il nous faut ramener ça à une action. Et donc, la probabilité qu'on gagne plus de 5 euros sur une action, c'est simplement la probabilité que la valeur d'une action, c'est-à-dire A1, soit supérieure, vous voyez, soit supérieure à 23. Donc, la probabilité que A1 soit supérieur à 23. Pourquoi? Parce qu'en fait, rappelez-vous qu'une action, on l'a achetée de base à 18 euros. Vous voyez, on l'a acheté à 18 euros. Et si on veut gagner plus de 5 euros sur une action, c'est-à-dire strictement plus de 5 euros, en fait, il faut qu'on vende cette action à plus de 18 plus 5. Parce qu'en fait, il faut qu'on réalise un bénéfice de 5 euros, ce qui est déjà ce qu'on veut gagner en plus. Donc, ça fait 18 plus 5, c'est-à-dire 23. Donc, on veut gagner plus de 23 euros sur... Pardon, on veut gagner au plus... on veut gagner plus que 23, si vous voulez. Donc, on veut gagner plus de 5 euros, pardon, je m'en mêle les pinceaux. On veut gagner plus de 5 euros sur une action. Donc, cela voudra dire effectivement qu'il faudra déjà 18 euros, les 18 euros de base, plus 5 euros. Donc, il faudra que la valeur de l'action qu'on aura vendue soit supérieure à 23. Voilà un peu. Donc, j'essaie un peu de donner plus d'explications qu'il n'en faut, mais en réalité, c'est tout simple. Voilà, donc la probabilité que A1 soit supérieur à 23, on ramène ça dans le bon sens, rappelez-vous, ça sera 1 moins la probabilité que A1 soit inférieur ou égal à 23. Ça, c'est le bon sens qui nous permet d'appliquer la définition, c'est-à-dire 1 moins intégrale de moins infini à 23 de FA1 de x. Voilà. Je ramène à ce sens-là parce qu'il n'y a que ce sens qui nous permet d'appliquer cette écriture-là. Voilà. Donc, le 1 moins, vous avez donc 1 moins intégrale de moins infini à 23 de f à 1 de x. Vous voyez, ça c'est donc égal à 1 moins intégrale de moins infini à 16 de f à 1 de x, si vous voulez, plus, en fait, le 1 moins, le moins, il est mis pour tout ce qu'il y a après. Donc, plus intégrale de 16 à 20 de f à 1 de x, plus intégrale de 20 à 23 de f à 1
de x. Alors, toujours en fonction de x, bien sûr. Même si je l'oublie, c'est sous-entendu. Voilà. Donc, pourquoi je décompose comme ça? Encore une fois, parce que la fonction, elle a plusieurs valeurs. Elle a une valeur entre moins infini et 16. Elle a une valeur entre 16 et 20 et une valeur entre 20 et 24. Donc, ici, on se limite simplement à 23. Donc, je me limite à 23. Donc, entre moins infini et 16, ça tombe bien, la fonction, elle est nulle. Voilà. Entre 16 et 20, rappelez-vous, donc, on a un moins. J'ouvre encore les parenthèses. Ici, déjà, on peut dire que ceci est nul. Donc, on l'exclut. Donc, ça nous fera un moins. On ouvre la parenthèse. Intégrale de 16 à 20. Ça nous fait donc intégrale de 16 à 20 de x moins 16. La fonction, elle vaut x moins 16 sur 16 entre 16 et 20. d de x. Plus intégrale de 20 à 23 de 24 moins x sur 16 d de x. La fonction, elle vaut 24 moins x sur 16 entre 20 et 24. Donc, ce qui inclut 20, 23, tout naturellement. Donc, on calcule ça de façon très calme. Alors, ça vous fait 1 moins. Regardez les grandes parenthèses que vous avez toujours le 1 moins, le calcul qu'il y a à l'intérieur. Parce que tout au début, pardon, le 1, au 1, on devait soustraire cette valeur-là. Donc, jusque-là, c'est toujours cette valeur qu'on est en train de calculer. Donc, il n'y a aucune raison qu'on retire les parenthèses. Voilà. Donc, ici, vous avez le même principe. Ça vous fait 1 16e de intégrale de 16 à 20 de x moins 16 d de x plus 1 16e intégrale de 20 à 23 de 24 moins x d de x. Vous voyez? Ça vous fait donc 1 moins 1 16e crochet 1 demi de x carré, une primitive directement, moins 16. On l'a fait précédemment, donc je vous épargne les explications. Plus 1 16e de 24x moins 1 demi de x au carré entre les bornes 20, 23. Vous voyez? Donc ça, comme calcul, si vous voulez, on va le faire ensemble. Hein. C'est pas tant difficile que ça. C'est pas si difficile que ça. Donc vous avez 1 16e dans un premier temps, regardez. Et après, on remplace par 20. Donc en le remplaçant par 20, en fait, c'est comme si vous aviez donc... Vous avez 1 demi de 20 au carré. On remplace par 20 ici d'abord. Vous avez 1 demi de 20 au carré. Donc 1 demi de 400, ça vous fait 200. Vous voyez? Moins 16 fois 20 qui vous fait moins 320. Après, on remplace par 16. Donc en remplaçant par 16, ça nous fait moins. Donc la valeur que ça nous fait en remplaçant par 16. Donc 1 demi de 16 au carré. 16 au carré, ça vous fait 256. Divisé par 2, vous avez 128. Donc, vous avez 128 moins 16 fois 16, ça vous fait 256. Voilà. Donc, ça, c'est bon. En fait, tout ça, voilà le calcul. Il est multiplié par 1 16e. Et après, plus le plus que vous avez ici. Donc, plus 1 16e qui va multiplier à son tour toute une série d'expressions. Donc, le 1 16e va multiplier dans un premier temps ce que ça fait lorsqu'on remplace par 23. Donc, vous avez 24 fois 23. Donc, j'ai 24 fois 23, ce qui me fait 552. Voilà, juste un instant que je note. J'ai 552. Voilà. Moins 1 demi de 23 au carré. Donc, 23 au carré, ça vous fait 529. Donc, on le garde comme ça. Ça vous fait 529 divisé par 2. Voilà. Donc là, je viens de remplacer par 23. Dans un deuxième temps, je remplace par 20. Donc, moins ce que ça fait en remplaçant par 20. Vous voyez? Donc, en remplaçant par 20, vous avez 24 fois 20. Ça vous fait 480. Moins 200, c'est-à-dire un demi de 20 au carré, ça vous fait 200. Parfait. Donc, voilà tout ce qui est fait. Et en réalité, une fois qu'on a ceci, je pense que le calcul, il est tout simple. Moi, je vous laisse le faire. Mais vous trouvez au final ceci comme valeur. Vous avez 1 sur 32. Voilà. Donc, il s'agira simplement de faire ceci qui sera très simple. Même chose, vous multipliez par 1 16e, 1 16e. Résultat final. Vous devriez trouver à l'intérieur, ici, vous trouvez normalement
31 sur 32. Vous allez trouver 31 sur 32 et en faisant 1 moins 31 sur 32, vous avez 1 sur 32. Donc au final, la probabilité qu'on gagne plus de 5 euros, c'est-à-dire la probabilité que A1 soit supérieur à 23 est égale à 1 sur 32, soit, si vous voulez, 0,0. Voilà. Donc, soit 3,12, 125%. En fait, techniquement, il y a très peu de chances qu'on gagne plus de 5 euros, ce que ça veut dire. Donc, voilà un peu ce qu'il fallait faire dans le cadre de cet exercice-là. En réalité, les calculs étaient plutôt longs. Oui, hein, par exemple, cela, il faut prendre son temps, faire le calcul très bien avec la calculette, mais et aussi déchiffrer surtout les questions. Comment trouver le 23, comment penser à 18, ainsi de suite. Mais ça reste un exercice plutôt simple. Et si vous avez des questions dans les commentaires, surtout n'hésitez pas. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.